Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation Prospective Innovation et aussi des Leaders pour la paix, à l'occasion de ce livre qui est sorti en livre de poche, Choisir un chef, c'est un livre sur le leadership que tu enseignes également d'ailleurs à l'ESCP. On va parler aujourd'hui de géopolitique, mais on a besoin de leaders pour faire de la géopolitique. Est-ce qu'il y a une crise du leadership au niveau international aujourd'hui? Je crois qu'il y a une crise du leadership au niveau international qui a plusieurs formes, mon cher Pascal. Il y a d'abord la grande question du leadership mondial, qui doit gouverner, c'est la tension entre la Chine et les États-Unis. Disons là, c'est la course au leadership. C'est une course qui doit gouverner le monde. Le piège de Thucydide, la première nation qui craint l'émergence de la seconde, et la seconde qui prendrait bien la place de la première, la Chine, les États-Unis. Ça, c'est une forme de leadership qui aujourd'hui s'installe dans notre pays, dans cet objectif de gouverner le monde. Et puis, quand on regarde le monde, on voit qu'il y a des sujets de leadership qui sont posés. Par exemple, en Ukraine, on voit le choc des leaderships, où Poutine a vraiment une logique de leadership, et où Zelensky a créé lui-même un autre type de leadership. Et avec ce qu'on pourrait voir très clairement, notamment en ce qui concerne Poutine particulièrement, mais peut-être pas seulement, c'est qu'il y a aussi des dérives du leadership. Le leadership n'est pas une valeur, n'est pas une vertu. On peut utiliser une position du leader à des faits honorables, à des actions positives, ou on peut l'utiliser avec un certain nombre de, je dirais, de dérives, de vices, qui font que on utilise l'influence qu'on peut avoir, le charisme qu'on peut avoir, les moyens du pouvoir qu'on peut avoir, pour nuire. Et donc on voit dans ces dérives, par exemple, la dérive du totalitarisme, du système autoritaire à la dictature. On voit rarement le dictateur qui devient démocrate, mais on voit le régime autoritaire qui progressivement se durcit. Et moi qui ai rencontré très souvent Poutine dans mes fonctions de Premier ministre, notamment parce qu'il parlait beaucoup avec Jacques Chirac, je vois bien qu'il est entré dans une logique... Tu as vu un homme qui a changé au cours du temps. Qui a dérivé vers quelque chose. Donc là, il y a un choc des leaderships. Il y a aussi un déficit de leadership, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui parle franchement avec puissance face à un Trump ou Kamala Harris. On va voir comment les choses se passent aux États-Unis. Mais là, je crois vraiment qu'il y a un déficit de leadership, d'autant plus qu'en France et en Allemagne, les pouvoirs politiques sont affaiblis. Et donc, il n'y a pas même de leadership du couple franco-allemand. Qui est un peu en panne quand même. Qui est en panne et qui est très fragilisé et qui fait qu'il n'y a plus tout à fait de boussole pour l'Europe. Je me souviens au début du mandat de Macron, le président Macron, quand il reçoit Xi Jinping à Paris dans une réunion bilatérale Chine-France, il reçoit avec Merkel. Et quand il va ensuite en Chine, il emmène un ministre allemand. Donc il montre bien que la relation franco-allemande est une relation très importante, par exemple, en ce qui concerne la relation avec la Chine, ou par exemple en ce qui concerne la relation avec l'Afrique. Aujourd'hui, ceci n'existe plus. Et on voit que sur la question du véhicule électrique, la France et l'Allemagne, à Bruxelles, pour les taxes imposées à ces véhicules chinois, la France et l'Allemagne ne votent pas de la même manière. Donc là, on est dans une situation où l'Europe aujourd'hui est vraiment dans une situation très préoccupante. Elle est dans une difficulté majeure avec cette guerre en Ukraine, et que face à cela, il n'y a pas de leadership assumé. Donc le leadership, on voit bien que c'est à la fois un pilotage, mais c'est aussi une capacité que l'on a à choisir les bonnes directions. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup de dérives du leadership. Je pense à ce qui se passe en Afrique, où il y a un leadership de déconstruction. Le terrorisme qui se développe en Afrique, sous différentes formes. On parle de Wagner, mais il y a naturellement tout le terrorisme national ou simplement de tribus qui essaient de profiter des mafias et de toute forme de délinquance pour essayer d'avoir du pouvoir. Donc le leadership est une question qui est posée partout. Ce qu'il faut, je crois, aujourd'hui, c'est d'avoir une réflexion sur ce que peut être un leadership vertueux, ce qu'est un leadership positif. Et pour moi, un leadership, c'est au fond la capacité qu'a un homme, une femme, une communauté, à rendre compatible une destination et un chemin. Car le leader, c'est celui qui promet une vision, qui a une perspective, qui réfléchit
à une architecture de l'avenir et qui construit un chemin compatible. C'est-à-dire que les valeurs qu'il propose dans son projet, il les applique sur son chemin. Et c'est que, par exemple, s'il a la valeur partage, il ne peut pas être dans ce que Mitterrand appelait l'exercice solitaire du pouvoir, qui est l'une des dérives du leadership. Celle que nous avons plus connue, nous, que la dictature. Mais l'exercice solitaire du pouvoir, les Français sont devenus une personnalité liée à la fonction expérimentée. présidentielle, peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une crise du leadership au sens où il y a des leaderships négatifs, des leaders qui ont un agenda national qui ne tient pas compte de l'environnement et donc qui se lancent dans des aventures militaires, dans des conflits, et qu'il n'y a pas un leadership collectif pour régler? Est-ce qu'il n'y a pas en fait une crise du multilatéralisme et d'un leadership de multilatéralisme? Je pense, Pascal, que tu as raison. Il y a une crise de l'ONU, il y a une crise de la gouvernance mondiale et il y a l'incapacité de dégager un leadership mondial. Ne serait-ce que le blocage du Conseil de sécurité, on voit bien là que cette situation fait qu'il n'y a pas de pilotage organisé, donc il n'y a pas de leadership aujourd'hui dans la gouvernance mondiale. D'ailleurs, cette crise du multilatéralisme, elle est extrêmement préoccupante parce qu'au fond, ça correspond à un recul du droit international. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un retour progressif du rapport de force, et donc chacun reconstitue son rapport de force. La Chine, les États-Unis, certes, mais on le voit la Russie, on le voit la Turquie, on le voit l'Iran, on voit l'Arabie Saoudite, on voit un certain nombre de régimes forts qui cherchent à imposer leur rapport de force. Et donc, on voit bien qu'il y a là, dans la question du leadership de la gouvernance mondiale, une dialectique entre tout ce qui peut être considéré comme une gouvernance démocratique, respectueuse d'un certain nombre de forces et qui puisse donner une dynamique collective ou ce qu'est aujourd'hui le monde, c'est-à-dire un monde de rapport de force. C'est un peu la bataille de la force contre le droit. Le droit recule et la force avance. Et donc, il y a effectivement cette crise du leadership qui explique la multiplication des crises sous lesquelles on ne semble pas avoir de prise. Comment parlons de la crise au Proche-Orient, des crises au Proche-Orient, des conflits plutôt qu'au Proche-Orient, on a du mal à voir quelle serait la force extérieure qui pourrait faire entendre raison et ramener un système pacifique. Tout à fait. La question là, c'est d'abord, il faut avoir un bon diagnostic de la situation. Moi, je considère qu'on est là dans une sorte de gamme du leadership en ce qui concerne le Proche-Orient, avec une sorte de point de départ qui est d'une certaine manière l'effondrement d'un leadership palestinien. En grande partie parce que Israël a convaincu le monde entier que leur adversaire et que la question n'était plus la Palestine, mais était l'Iran pendant très longtemps. Dans ces 10 dernières années, on a vu Israël nous dire que, grosso modo, la Palestine n'était plus le grand sujet du Moyen-Orient. C'était réglé. Et donc là, on a une sorte de leadership qui est disparu et qui revient violemment, brutalement, de manière inacceptable, certes, mais qui revient, qui est le 7 octobre. D'un seul coup, on voit un retour de la question palestinienne. Et donc là, et face à ce retour de ce leadership palestinien, d'une certaine manière, avec une expression extrêmement violente, va déclencher un leadership face à cela, qui est un leadership qui va lui aussi dériver complètement dans le régime autoritaire. Et on voit bien Netanyahou qui perd les repères, y compris du droit international et des règles à respecter vis-à-vis des populations civiles. Et donc, on avait cette question palestinienne qui s'était effacée devant la question iranienne. La question palestinienne est revenue avec le Hamas. Progressivement, il y a eu cette volonté de détruire le Hamas, et derrière celle-là, de prolonger cette bataille en disant derrière le Hamas, il y a le Hezbollah, et nous sommes dans la phase aujourd'hui où c'est la mobilisation contre le Hezbollah. Donc on voit une sorte de déclinaison des questions de leadership, de vie et de mort. Et là, nous sommes vraiment dans ce qu'on peut appeler les dérives du leadership. Parce que là, on n'est pas dans une situation où on propose une vision, puis on construit un chemin cohérent. C'est la force brute. C'est pas cette articulation entre destination et chemin avec cette volonté de cohérence. On a au contraire là une logique qui est une logique de puissance et une logique qui est une logique brutale. Et en même temps, on pourrait dire une absence de leadership américain, puisque les États-Unis ont appelé de nombreuses fois à un cessez-le-feu
et ne semblent pas avoir d'influence. Bien sûr, ils n'ont pas de contact avec le Hamas, puisque le Hamas est considéré comme un groupe terroriste, donc il n'y a pas de relation entre Washington et le Hamas. Mais il y en a de très fortes entre Israël et les États-Unis, et on a du mal à voir en quoi un leadership américain peut s'exercer, peut influencer le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Peut-il y avoir un leadership sans valeur, sans vertu? Moi, j'ai du mal à le croire, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans des procédures qui ne sont pas des procédures de partage, de compréhension. On voit bien qu'aujourd'hui, les États-Unis ont un leadership matérialiste, fondé sur le dollar d'un côté, sur la défense de l'autre. Et ce matérialisme est un matérialisme de puissance. Mais au nom de quelle valeur? Au nom de quelle perspective? Certainement pas la paix, certainement pas non plus la justice, au nom des intérêts des États-Unis. L'extraterritorialité d'une loi, quand on demande à Total ou à Stellantis de fermer des usines parce qu'ils travaillent en dollars et que c'est pas compatible avec la stratégie américaine, on est là dans une situation où c'est le matériel qui continue. Il y a des décisions matérielles dans le leadership, mais la destination, elle relève d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de projets, d'un certain nombre de perspectives, d'horizons, de visions, qui font qu'on cherche à rassembler et à apporter pour l'humanité des questions essentielles. C'est là où on voit bien que le leadership, c'est un endroit où peut se rencontrer les valeurs et les intérêts. Hélas, on le sait bien en politique et en géopolitique, valeurs et intérêts se séparent souvent. Or, je ne crois pas, de ce point de vue-là, je suis assez asiatique, je ne crois pas qu'on puisse avoir les valeurs, les intérêts qui ne se parlent pas. Il faut que les valeurs et les intérêts se parlent. Donc, il faut qu'ils soient présents tous les deux. Donc, il y a ce yin et ce yang de la complexité humaine qu'il faut forcément traiter. Donc, je ne crois pas aux tout valeurs ou je ne crois pas au tout intérêt. Il faut chercher des leaderships qui sont aujourd'hui capables de conjuguer valeurs et intérêts. Ce qui fait que dans ce spectacle aujourd'hui que nous voyons bien, il y a la nécessité d'avoir des leaders qui conduisent, parce que si on n'a pas de leader capable de conduire, de leader légitime, de leader capable de tracer une perspective, on ne pourra pas avancer et on n'aura pas de marche en avant. En revanche, si on laisse les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui, on a des leaders qui sont aujourd'hui des leaders qu'on pourrait appeler des leaders de la déconstruction. Et ces leaders-là, naturellement, conduisent le monde à sa perte. Et c'est pour ça qu'il faudra réagir avec des valeurs, réagir aussi avec des intérêts, et réagir avec des recherches de gouvernance partagée. Sur le conflit en Europe entre la Russie et l'Ukraine, il y a un leadership fort de Poutine, mais déconstructif. Il y a aussi un leadership fort de Zelensky qui a incarné la résistance à l'agression russe, mais qui semble un peu s'effriter. On a quand même l'impression qu'il y a à la fois une fatigue de l'aide dans le camp occidental par rapport à l'Ukraine, et que Zelensky est plus faible parce qu'il donne un peu le sentiment que le temps joue contre lui. Le temps joue contre lui et peut-être que l'élection américaine joue contre lui. Beaucoup de gens anticipent une victoire de Trump et que la probabilité que Trump laisse tomber l'Ukraine existe. Donc ça ne donne pas un pronostic favorable, ça certainement démobilise sur l'Ukraine. Mais nous voyons bien que nous sommes là dans une impasse qui peut-être trouvera une issue avec l'élection américaine. Mais cette impasse, c'est qu'au fond, on ne voit pas Zelensky avoir facilement les moyens durables de la victoire. Et la victoire de Poutine est impossible. La victoire de Poutine n'est pas envisageable pour les nations européennes. Mais donc, en même temps, comment lui faire quitter les territoires qu'il a conquis si on n'en a pas les moyens matériels? Voilà. Eh bien, c'est ce qui s'appelle une impasse. Oui. On est dans une impasse. Donc, je pense qu'il y a un jour, peut-être, on va constater l'impasse. Et à ce moment-là, la conférence internationale pourra s'imposer. Et la conférence internationale, naturellement, fait qu'il faudra qu'il y ait autour de la table la Russie. On ne peut pas faire de conférence internationale sans la Russie. Sans les protagonistes. Et s'il y a la Russie, à ce moment-là, je crois, c'est en tout cas ce qu'a dit à plusieurs reprises Xi Jinping, la Chine peut être autour de la table. La France, l'Europe, un certain nombre de partenaires autour de la table peuvent peut-être essayer de trouver une solution. Et certainement que Xi Jinping est un de ceux qui peut parler avec Poutine avec le plus de force, de conviction et peut-être d'autorité. Donc,
nous sommes là dans cette situation où... Que la relation entre la Russie et la Chine s'est inversée. Chine, tu penses que la Chine a une ascendance sur la Russie ou une influence ou qu'elle peut avoir exercé ce type d'influence? Je pense que la Chine est leader du réseau mondial des BRICS, qui a naturellement profité beaucoup du travail de Poutine dans cette dynamique, mais je pense qu'aujourd'hui, le monde est en train de se partager, que le leader du camp des BRICS, c'est quand même aujourd'hui la Chine. Et donc, même si l'Inde est une distance vis-à-vis de la Chine, et une proximité vis-à-vis de la Russie, et donc déséquilibre un peu les choses, néanmoins, je pense que la Chine a aujourd'hui un rôle de leader dans ce camp du Sud qui est en train de s'organiser. Tu es aussi président de l'ONG Leader pour la paix. Ce sont, comme toi, des anciens premiers ministres, des anciens présidents, des anciens chefs d'État ou de gouvernement qui ne sont plus au pouvoir, mais qui exercent une sorte de sagesse, de magistère moral pour ramener à la paix. Il y a un cas qui est très douloureux, dont on parle moins, c'est celui du Soudan, où deux généraux qui ne semblent être attirés que par l'usage du pouvoir et pas du tout le bien, l'intérêt national ou autre, se battent sur le dos des Soudanais. Et là, on a le sentiment d'une impuissance internationale. Comment faire? On sait très bien qu'on ne va pas envoyer des troupes pour mettre fin à la guerre, mais on a l'impression que le Soudan est en train de se suicider ou de s'auto-mutiler sans que l'on puisse faire. Là, c'est de leadership agressif et pas de leadership extérieur. Absolument, c'est une forme un peu de désolation, mais au fond, c'est pas le seul exemple. Hein. On a aussi l'Arménie qui est dans une situation tragique aujourd'hui, avec des voisins qui, un peu comme pour le Liban d'ailleurs, des voisins qui gouvernent de l'extérieur et qui prennent en otage des territoires de conflits qu'ils ont avec d'autres partenaires. Et le Soudan est spécifique parce que là, ce sont deux volontés internes qui s'affrontent. Et donc on pourrait penser qu'un arbitrage là serait possible. C'est la solution, il y a des gens qui y travaillent, mais je suis assez pessimiste aujourd'hui compte tenu de la brutalité des protagonistes. Notre vocation aujourd'hui à Leader pour la paix, après avoir fait beaucoup de médiation, après avoir fait beaucoup d'interventions diverses et variées, nous sommes vraiment axés aujourd'hui sur la formation à la paix. Et on se rend compte combien il est important d'avoir une pensée de la paix, une pédagogie de la paix. Et donc de pouvoir réfléchir à non seulement ce que sont les règles de la diplomatie, ce que sont les règles de la médiation, ce que sont les règles du respect des traités par exemple, mais aussi d'aller plus à fond dans ce qui est la source de la violence, et notamment dans ce qui est essentiel aujourd'hui, qui est le respect de la dignité. Donc nous avons par exemple dans notre école de la paix un cours sur la dignité que nous avons établi avec des travaux communs avec le Latran, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse bien comprendre que la guerre et l'adversaire, l'origine de la guerre, c'est quand même la montée de la violence, et ce sont les raisons de la violence. La violence et la guerre sont des sœurs jumelles, et il faut bien comprendre ce qui est aujourd'hui révoltant, et ce qui porte atteinte à la dignité. Là est la source. L'humiliation, c'est la source. L'humiliation est la source de la violence. Et donc, je crois qu'il est très important qu'on prenne conscience aujourd'hui que dans nos sociétés, quand la violence augmente, on prépare la guerre. On rend la guerre acceptable. On rend la guerre banale. Moi, je fais partie d'une génération qui a vraiment été convaincue, au lendemain des hontes et des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, que nous ne connaîtrions pas la guerre sur le continent européen et que c'était aujourd'hui limité à des rivalités de frontières. Mais on voit bien maintenant que il y a aujourd'hui une acceptabilité de la violence. On n'accorde pas d'importance à la volonté de médiation. Le compromis est jugé de manière négative. Et on le confond avec la compromission. On ne cherche pas à donner pour recevoir une vieille règle politique. Si tu veux recevoir, faut que tu donnes. Si tu donnes pas, tu ne recevras pas. Et donc il y a dans la négociation la nécessité d'être ouvert à l'autre et de pouvoir aller chercher l'autre. Et on le voit bien dans notre système politique en France où on n'arrive pas à construire
des médiations et à construire des actions communes. Et ça, je crois que dans la société, c'est quelque chose de très grave, puisqu'au fond, quand on voit une difficulté se présenter, tout le monde exclut le compromis comme solution et on cherche le rapport de force. Et dans le rapport de force, il y a un gagnant, mais ce gagnant-là, il n'est que provisoire. Comment expliquer après les espoirs sur la sortie de la guerre froide? On parlait d'un nouvel ordre mondial. Comment en est-on arrivé là? On pensait qu'effectivement que le monde Est-Ouest, le clivage Est-Ouest ayant disparu, il n'y aurait plus de conflits. Et en fait, on voit qu'il se multiplie. Et sur le long terme, est-ce que tu penses qu'il y a une élévation du niveau de violence? Je pense qu'il y a une élévation du niveau de violence et je pense surtout que on a tué, je dirais presque on a assassiné la gouvernance mondiale en assassinant le Conseil de sécurité. Car s'il n'y a pas un arbitrage... Le tournant, c'est 2003, la guerre en Irak, à laquelle tu étais Premier ministre à l'époque, quand la France s'est opposée. Quand je pense à 2003, je crois qu'en effet, c'était une étape essentielle du mensonge des grandes puissances. Si les leaders mentent, il n'y a aucune chance que les followers suivent. Et donc, il est très important de mesurer que nous avons laissé s'installer un blocage de l'autorité supérieure de la gouvernance mondiale et que on voit bien que dans l'ONU aujourd'hui, l'Assemblée générale a plus de crédit que d'autres formes d'organisation, mais l'Assemblée générale, elle est quand même aujourd'hui très très faible dans son existence politique. Et on ne peut pas arbitrer. Quand je vois que l'OMC, ces situations arbitrales sont bloquées, quand je vois les difficultés de l'OMS, quand je vois partout le droit international fragilisé, je me dis, tout ceci déclenche les rapports de force, dit aux États que finalement il faut être fort, et c'est le mot souveraineté qui revient, plus que le mot coopération, et chacun veut pouvoir agir pour ses propres intérêts, en ne cherchant pas l'intérêt commun. Alors que, on l'a vu avec ce virus du Covid qui se moquait des frontières, chaque pays a fait sa réponse. Certes, il y a eu les vaccins qui ont été répartis, mais globalement, chaque pays a envisagé sa propre législation. Et on voit bien qu'il y a des crises aujourd'hui, comme la crise de 2008 financière, qui se répandent très vite sur le monde. Donc, au-delà des frontières, on a besoin de projets communs, on a besoin d'une loi commune, on a besoin de droit international. Et sans droit, il n'y aura pas de paix. Et c'est pour ça que ce qui est aujourd'hui particulièrement inquiétant, c'est que la source du droit, qui est l'ONU, qui est l'organisation internationale, qui, eh bien, elle est de plus en plus faible, malgré les efforts de Guterres, malgré les efforts des personnes. Mais à partir du moment où, avec le système de veto, on peut bloquer le fonctionnement, qu'on n'a pas une voix de sagesse qui s'exprime, naturellement, on a ramené à chacun l'idée que c'est par la force et par la violence, le prolongement de la force, que l'on obtiendra des règles. Et les règles, où c'est le droit, où c'est la brutalité. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de revenir dans le bon sens? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre effectivement de dire, bon, on est dans une impasse et, bon, parce qu'on ne voit pas, il y a beau y avoir une élection aux États-Unis, ça ne sera pas un changement fondamental, on ne voit pas Poutine changer d'avis. Est-ce que la Chine, qui est destinée à devenir la première puissance mondiale, va ne pas elle-même avoir une politique de puissance une fois qu'elle sera devenue la première puissance mondiale? Est-ce qu'elle n'a pas déjà, elle aussi, par rapport à ses voisins, des fois une politique de puissance qui est mal acceptée? C'est sûr que la Chine aura ses tendances. Déjà, on la voit quand elle mène ses propres rapports de force, quand elle n'est pas contente d'une décision européenne sur le véhicule électrique, elle s'en prend au cognac, produit franco-français. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Moi qui suis né dans le cognac, qui suis un croyant et un pratiquant, je ne peux pas accepter que pour une décision européenne, on sanctionne la France. Symbole très visible, bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc là, on voit bien qu'il y a des décisions qui sont d'une certaine brutalité. Je pense que la Chine, qui a globalement une culture pacifique, devrait être autour de la table d'une réflexion sur un nouveau multilatéralisme. Car c'est vrai que le monde n'est pas celui de 45, et c'est vrai que les règles de 45 ne peuvent pas être appliquées aujourd'hui. Donc il faudrait que les pays démocratiques puissent essayer d'engager une réflexion sur un multilatéralisme moderne qui tienne compte du monde d'aujourd'hui, avec les causes mondiales, comme celle de la planète, mais aussi avec les nouveaux rapports de force, avec les nouveaux
pays qui sont devenus émergents. Donc il faut inventer un nouveau multilatéralisme, et là il faut se remettre autour de la table, refaire peut-être même la charte de l'ONU, et essayer d'aller très très avant dans construire ce qui sera un jour un droit international. Donc ça, je pense que c'est un élément très important. Il faut essayer, avec les Chinois, tous les pays qui parlent du multilatéralisme et qui veulent un multilatéralisme, ils devraient se mettre autour de la table pour qu'on ait une négociation sur ce que serait un multilatéralisme du XXIe siècle. Et je pense que parallèlement à cela, je pense que nous devrions avoir un front des démocraties plus engagé dans la réforme de la démocratie. Je pense que les démocraties aujourd'hui sont extrêmement fragilisées. Regardez la situation de l'Allemagne, la situation de la France, la situation de l'Italie, la situation de Grande-Bretagne, la situation des élections américaines. On voit bien que nos pays démocratiques connaissent des difficultés majeures. Et la démocratie a perdu son modèle, sa position un peu d'espérance. Et elle a perdu aussi cette capacité de puissance, puisque très souvent la bureaucratie et l'impuissance remplacent l'efficacité. Donc je crois qu'il faut avoir des contacts pour que les bonnes pratiques démocratiques puissent se répandre. En 50 ans de vie politique, Pascal, je n'ai jamais vu une réunion avec des Coréens ou avec des Japonais, ou avec des Allemands ou des Israéliens, pour voir quelles étaient les bonnes pratiques des uns ou des autres, pour essayer de progresser. On voit bien que les régimes autoritaires sont là, ils ont leurs forces, ils ont leurs faiblesses, mais nous, on est dans un système qui est aujourd'hui un système international qui est sur tous les continents, et on ne travaille pas ensemble. Moi, je me sens un peu à l'étroit quand on me présente comme un membre de l'Occident. Bien sûr que je suis de l'Ouest, mais je suis surtout du camp des démocraties. Et je veux parler avec les Coréens, je veux parler avec les Japonais, et dans ce camp-là, je vois bien que les démocraties de l'Asie ont laissé une place à l'autorité qui est un peu plus forte que nous-mêmes. Donc il y a sans doute des choses qui sont acceptables, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, probablement. Mais on devrait réfléchir à cela. Et donc, je pense qu'il y a un travail est à faire à deux dimensions. Une dimension sur nous-mêmes, inventer l'avenir de la démocratie, au-delà des faiblesses. Quand je vois les taux de participation à certaines élections, je me dis vraiment, si on donne la parole au peuple et que le peuple ne peut pas la prendre, c'est que la démocratie est malade. Et puis, ça, c'est notre travail sur nous-mêmes. Et puis, à côté de ça, il y a à se mettre autour d'une table avec tous ceux qui veulent réfléchir à un multilatéralisme pour inventer la nouvelle ONU. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, quand l'organe central, qui est le Conseil de sécurité, ne fonctionne pas, l'ensemble du corps est malade. Merci Jean-Pierre pour ces réflexions qui sont un éclairage très utile sur la crise du leadership mondial.